Ce balado est propulsé par le Scandinave Spa Mont-Tremblant, le spa thermal des aventuriers, fier partenaire exclusif de Miracle, la grande retraite. Salut, salut, salut! Bienvenue à ce nouvel épisode du balado Miracle, que je suis contente de te retrouver comme à chaque semaine. C'est Madeleine donc qui est là et aujourd'hui, on va parler d'hypnose. Je sais que vous savez que nous pouvons utiliser l'hypnose dans plusieurs situations. Vous avez peut-être, comme moi, une ou deux ou trois amis qui ont utilisé l'hypnose lors de leur accouchement pour justement diminuer les symptômes, les sensations physiques. Peut-être que vous avez déjà expérimenté l'hypnose pour faire un changement dans votre vie. Bref, c'est un outil qui existe. Et qui est franchement très, très intéressant. On a l'impression donc que grâce à l'hypnose, on peut aller plus profondément dans les couches de l'esprit, mais comment ça fonctionne vraiment et surtout comment on peut s'auto-hypnotiser, hein? L'auto-hypnose, c'est un terme qu'on entend. Moi, j'aimerais ça l'utiliser de plus en plus pour moi et pour pouvoir découvrir ce que c'est l'auto-hypnose, comment ça fonctionne et comment on peut l'appliquer dans notre vie. On va discuter avec Francis Michaud. C'est un gars qui a un bac en psychologie et qui s'est tourné vraiment vers l'hypnose pour travailler avec sa clientèle. Il est donc hypnologue et il va pouvoir nous indiquer comment ça marche et comment on peut l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Voici donc Francis Michaud. Salut Francis. Salut Madeleine. Dis-moi, comment un gars qui fait son bac en psychologie décide de s'intéresser à l'hypnose et devenir hypnologue? Comment s'est passé ton parcours? En fait, l'intérêt pour l'hypnose, puis l'auto-hypnose, puis la PNL aussi, parce que je suis aussi coach en PNL, je l'avais déjà au niveau, quand j'étais en psychologie, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, même plus. Mais j'avais pas trouvé à ce moment-là des formations que je trouvais qui étaient assez solides au niveau scientifique, puis au niveau de très pratique. J'avais trouvé un cours qu'il y avait sur l'hypnose qui se donnait à l'Université Laval, mais une fois aux 3 ans, puis qui se donnait pas à ce moment-là. Fait que j'avais comme un peu abandonné le projet. Je suis allé faire d'autres choses. Je suis devenu massothérapeute, j'ai fait de la gestion de projet aussi. Et puis, à un moment donné, je suis retombé là-dessus. Peut-être il y a d'autres personnes qui écoutent, qui connaissent peut-être Tony Robbins, ou il y a d'autres personnes aussi au Québec, des coachs, des motivateurs que je trouvais très inspirants. Puis il y a une partie de moi qui avait le goût de faire quelque chose de similaire. Puis j'étais allé voir qu'est-ce qu'ils ont suivi comme formation, eux. Puis j'ai vu que beaucoup de personnes avaient des formations en PNL et en hypnose, surtout conversationnelle. Donc, j'ai cherché à ce moment-là, puis j'ai trouvé une formation, puis je me suis formé autant à l'hypnose, donc l'hypnose thérapeutique, que en coaching pour faire de l'accompagnement, pour aider les gens à atteindre des objectifs, puis aller mieux globalement. Donc, ce qui t'intéressait dans l'hypnose, c'est que tu voyais là vraiment un outil qui pouvait aider les gens avec qui tu allais travailler. Oui. Ben, moi, ce que je trouve, c'est que l'hypnose, c'est quelque chose qui est très pratique. En fait, c'est très, oui, en psychologie, c'est important, on a besoin de ça. Mais des fois, j'avais l'impression que ça prenait un peu trop de temps ou qu'il y avait de l'espace pour parler, oui, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Puis, il y avait la notion d'évaluer, de prendre le temps d'analyser, de faire un rapport, tout ça. Puis, je me disais, oui, mais la personne est en face de toi, puis on voit qu'elle vit des émotions. On voit qu'il y a des incohérences dans ce qu'elle dit. On voit qu'il y a des choses qui sont peut-être bloquées. Puis juste ça, si ça commence à se délier, ça serait mieux pour la personne. Il y aurait plus de clarté, il y aurait plus de pouvoir, dans le fond, pour agir. Il y aurait moins d'incohérences, justement. Donc, c'était un peu un désir d'efficacité là-dedans. Un désir puis d'humanité, de dire qu'est-ce qui est en train vraiment de se passer pour la personne, puis comment on peut accompagner ça. Comme si le fait de parler à un psychologue, c'est une étape très importante, mais ça reste un peu dans ce qu'on a envie de dire ou on peut quand même diriger la conversation comme patient au niveau quand on est en psychologie, on peut choisir de dire ou pas, puis toi, tu voyais en l'hypnose comme un shortcut peut-être directement vers l'inconscient.
Oui, c'est Le ça. Puis subconscient, en fait. exactement. Puis on travaille pas les mêmes choses parce que quand on parle de psychologie, ben s'il y a quelqu'un a un trouble de santé mentale ou il y a quelque chose, tu sais, il y a vraiment un accompagnement, c'est parfait. Mais des fois, les gens ont des objectifs, des choses qu'ils aimeraient améliorer. Tu sais, si on parle de gestion de stress, de confiance, si on parle d'être plus à l'aise avec nos émotions, si on parle tu sais, d'avoir de la clarté dans des prises de décision, des choses comme ça, on est vraiment sur des enjeux que tout le monde vit. Puis des fois, ben, par nous-mêmes, on est comme pas capable, même moi, tu sais, même des gens que je connais qui sont aussi hypnologues, thérapeutes, psychothérapeutes, on a aussi nos défis parce qu'on a nos angles morts, puis on a notre manière de fonctionner aussi. Puis souvent, comment on fonctionne fait que le problème persiste aussi. Donc, d'être accompagné par quelqu'un qui a un point de vue extérieur, puis qui va nous poser des questions différentes, puis qui va nous faire voir nos angles morts, ben, ça va permettre de débloquer des choses aussi. Et Fait que c'est si un on peu peut ça le faire but. ça par l'hypnose. Oui, 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 effectivement. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, oui. Comment ça fonctionne, là, une séance d'hypnose quand on est accompagné? Parce que on a l'image, bon, bien sûr, de l'hypnose un peu spectacle. On sait que on connaît tous quelqu'un qui a essayé d'arrêter de fumer par l'hypnose, mais quand on vient qu'à parler de sujets, comme tu parlais de santé mentale, ou de sujets plus précis au niveau de la psychologie, puis qu'on voudrait utiliser l'hypnose pour essayer de voir si ça peut être une bonne avenue pour nous, comment ça se passe? Mmh. Ben, la première chose, c'est un peu de faire le point sur qu'est-ce qui est vécu. Puis souvent, on a déjà réfléchi à quand on a un enjeu ou quand on a un objectif, on y a déjà pensé beaucoup. Puis, c'est justement un peu de se faire questionner sur c'est quoi les a priori qu'on a, c'est quoi les croyances qu'on a par rapport à ça. Donc, je dirais que le premier volet, c'est de s'intéresser à la personne quand on est hypnologue, pour voir comment est-ce que la personne fonctionne, puis voir y a-t-il des pistes sur où est-ce que il y a certains blocages ou certaines incohérences ou un manque de clarté. Donc, la première partie, je pense que c'est ça, c'est vraiment juste d'être curieux de qu'est-ce qui se passe pour la personne pour avoir un peu plus de clarté sur ce qui se passe. Après ça, de pas juste rester dans le discours mental, parce que ce qu'on pense, dans le fond, vient beaucoup de ce qu'on ressent puis de ce qu'on a expérimenté. Donc, si on reste juste dans ce qu'on se dit, on n'a pas accès à tout. Mhm. Fait que oui, on va écouter ce que la personne nous dit, mais surtout, on va écouter qu'est-ce que le corps dit, qu'est-ce que les émotions, les ressentis disent. Parce que c'est ça qui va nous donner un moteur pour le changement. Donc, la première partie va être ça. Qu'est-ce que la personne vit? Comment ça se passe pour elle? Qu'est-ce qu'elle veut aussi? Qu'est-ce qu'elle aimerait? Donc, d'avoir plus de clarté par rapport à ça. On sait souvent ce qu'on veut plus, mais on n'a pas toujours une vision claire de ce qu'on veut. Mhm. Puis une vision, mais aussi même notre corps, c'est pas toujours comment le mettre en place. Ça va ressentir à quoi comme sensation, ça va être quoi qui va être présent, qu'est-ce que ça va changer dans mon contexte aussi autour de moi s'il y a ce changement-là qui se met en place. Donc, il y a vraiment cette partie-là de venir, qu'est-ce que je veux? Puis après ça, on va pouvoir aller accompagner la personne à venir explorer l'état hypnotique aussi. C'est quelque Donc, tu chose. guides là, par des mots, par des suggestions, vraiment pour qu'on puisse, comme patient, descendre dans les couches plus subconscientes, là. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, un exemple que je donne, c'est, mettons qu'on est en train de parler avec quelqu'un, puis des fois, les gens nous posent une question, genre, tu sais, qu'est-ce que tu as besoin? Puis là, on va dire, je sais pas. Puis finalement, on continue à parler, puis à un moment donné, on réfléchit, puis il y a quelque chose qui monte, puis on a une espèce de prise de conscience de, dans le fond, c'est ça. Mais cette réponse-là, elle vient d'où, en fait? On l'avait déjà à l'intérieur de nous, mais c'est plus que, souvent, on a déjà les réponses, mais c'est juste qu'on n'y a pas accès. On n'est pas dans l'état d'esprit ou dans l'état relationnel avec la personne avec qui on est pour que notre cerveau nous donne accès. Donc, dans la clarté, dans le fait de créer le lien avec la personne, qu'elle sente c'est quoi, qu'on est là pour l'accompagner, ben, ça va permettre que la personne va avoir de plus en plus accès aussi à ses propres réponses dans le Hmm. processus. Ouais. Tu as parlé de PNL aussi. Ça, c'est Oui, quelque chose dont on entend parler de plus en plus. Est-ce que c'est programmation neurolinguistique? oui, exactement. OK. Ouais. Parle-nous de ça. Qu'est-ce que c'est la PNL? OK. Donc, la PNL, c'est une approche d'accompagnement. Dans le fond, ça vient à la base d'un linguiste puis d'un psychologue qui sont mis ensemble parce qu'ils se sont rendus compte que comment on parle, les mots qu'on utilise et comment on représente la réalité dans notre tête ont un impact sur qu'est-ce qu'on va ressentir, qu'est-ce qu'on va faire.
Donc, ils sont partis de ça. Ils sont partis du langage et de nos représentations à l'intérieur de nous. Puis, ils sont allés aussi faire de la modélisation, qu'on appelle. Donc, d'aller voir qu'est-ce que les gens font, comment ils le font pour avoir du succès ou avoir de la réussite. Ils sont allés voir 3 thérapeutes, entre autres. Une première personne, Virginia Satir, qui était reconnue pour les questions qu'elle posait. Elle faisait de la thérapie familiale. Puis quand elle posait certaines questions, les gens, ils débloquaient, ils comprenaient mieux les choses, ils évoluaient. Puis ils sont allés voir aussi Fritz Perls, qui était beaucoup dans le cadre comme si. Donc, il demandait, quand les personnes avaient un problème, il dit, si tu n'as plus ton problème, là, aussi, ça serait, comment ça va se passer pour toi? Pour que la personne, elle sorte de l'état un peu de se focaliser sur son problème, puis d'aller commencer à imaginer qu'est-ce qui pourrait aller mieux. Et ils sont allés voir après ça Milton Erickson. Milton Erickson, qui était reconnu qui était psychiatre, mais qui faisait de l'hypnose, et il était reconnu parce qu'il parlait aux gens, puis les gens tombaient dans un drôle d'état, et puis les gens changeaient, et sans vraiment que les gens comprennent pourquoi. Donc, ils sont allés voir qu'est-ce qu'il fait, comment il fait. Et donc, on connaît plus l'hypnose conversationnelle ou ericksonien grâce à la PNL qui l'a fait, qui allait l'évaluer, qui allait apprendre qu'est-ce qui est là, puis qui l'a vulgarisé. Mais ça fait une bonne partie de la PNL aussi. Il y a de l'hypnose dedans. Il y a cet outil-là de dire, est-ce qu'on parle juste à la partie mentale ou on parle à la partie plus inconsciente, aux parts inconscientes de la personne? Donc, comment... Puis, peut-être que j'ajouterais aussi, la PNL est faite aussi pour être très pratico-pratique. Donc, c'est comment on va avec ce que la personne me dit, où est-ce que semble être l'enjeu, on va les mettre en place des techniques pour que la personne fasse des changements. Donc, il y a vraiment une notion de pratico-pratique. Voici ce que tu es en train de me dire. OK, on va faire un changement au niveau d'une croyance, au niveau de l'identité, au niveau du sens de la vie, au niveau d'un comportement. Donc, on va les cibler, puis on va aller avec des techniques pour que ça soit très pratico-pratique. Donc, ça serait la grande différence avec la psychologie plus traditionnelle. L'idée de peut-être moins chercher d'où ça vient et plus qu'est-ce qu'on fait avec ça. Oui, ouais, c'est ça. Puis, il y a quelque chose de plus ciblé aussi. Oui, on va prendre la personne dans son entièreté, mais on va dire, OK, qu'est-ce que tu veux précisément? Puis on va le préciser, puis on va travailler là-dessus. Fait si on est plus en psychothérapie, il y a peut-être cette notion-là plus d'ensemble. Ou est-ce ça va être important de prendre le temps? Ça va être important d'aller travailler sur plusieurs angles, tandis qu'en PNL puis en hypnose, on va dire, OK, c'est quoi l'émotion? C'est qu'est-ce qui semble être la clé qui pourrait débloquer quelque chose? Pour que la personne, elle recommence à se réadapter, puis qu'elle-même, elle fasse des changements, mais qu'on vient comme juste mettre la clé qui va débloquer quelque chose pour que la personne continue à avancer. C'est quoi avec quel enjeu les patients viennent le plus te voir? Autrement dit, la PNL ou l'hypnose, ça peut régler quoi? Mm-hmm. Ben, je dirais qu'il y a beaucoup je vais les appeler comme ça. Je vais juste, avant de dire, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, donc quand j'utilise des termes, c'est pas dans le côté médical ou psychologique, c'est vraiment plus pratico-pratique. Mais il y a beaucoup on pourrait appeler des symptômes, qui est, par exemple, ressentir du stress, ressentir des sentiments anxieux, sentir qu'on a comme un manque de contrôle sur certaines émotions, une perte de contrôle, aussi par rapport au sommeil. Oui. Ouais. Donc, à la base, si on est très global, l'hypnose aide quand il y a un écart entre quelque chose qu'on veut et quelque chose qui se passe ou qu'on ressent. Quand il y a un écart entre les deux, mais il y a quelque chose à faire avec l'hypnose. Mais plus précisément, comme tu disais, si on est dans la gestion du stress, si on est gestion d'émotions, des comportements aussi qui sont rendus automatiques et qu'on aimerait qu'ils changent. Fait que là, ça peut être justement au niveau alimentaire, ça peut être, mettons, oui, pour avoir la cigarette, mais pour avoir aussi des habitudes de vie, des choses où j'ai l'impression que ça se fait tout seul, je voudrais que ça change, mais ça change pas, tu sais. Donc, on peut toi, tu crois qu'on peut régler la plupart de nos enjeux par ces pratiques-là? Parce que il y a quelque chose avec l'hypnose qui est un peu spectacle, justement, puis on se dit, ça marche-tu vraiment? C'est-tu du niaisage? Mais toi, tu nous confirmes, là, tu l'as vu, tu en as des patients, tu les as vus, les résultats puis les transformations. Ouais. Ben, en fait, c'est parce que en hypnose de spectacle,
les gens vont être un peu choisis dans la foule en fonction de ceux qui vont très rapidement, lorsqu'ils imaginent quelque chose, le ressentir. Donc, en hypnose d'accompagnement, ben, le but, c'est que tout le monde qui vient puisse vivre quelque chose. Fait qu'on peut pas juste dire, toi, ben, tu fais partie du 10 à 15% des gens qui vont en hypnose extrêmement rapidement, puis, ou toi, non, et, va-t'en. Fait que chaque personne, on a dû apprendre avec le temps à différentes techniques en hypnose, ce qui fait qu'on fait pas juste de l'hypnose directe ou classique, comme il y a dans le spectacle. On va faire de l'hypnose indirecte, on va faire de l'hypnose qu'on appelle plus moderne, on va aller chercher d'autres outils d'accompagnement, comme la PNL, pour pouvoir s'adapter à la personne. Donc, l'hypnose, peux-tu nous parler de comment ça fonctionne concrètement? Tu sais, on a comme l'impression qu'on descend dans les couches de la conscience, qu'on atteint le subconscient. Est-ce qu'on le sait comment ça marche vraiment? Je dirais que il y a beaucoup d'études par rapport à ça au niveau neurologique. C'est plus que des zones du cerveau qui s'activent ou se désactivent quand on est dans un état modifié de conscience. Fait que, il y a des analogies qu'on va utiliser comme ça. C'est un peu des images de dire aller plus profondément ou aller plus loin. Il y a des gens qui ont l'impression de s'élever en état d'hypnose. Fait que ça, c'est une analogie pour avoir un peu un levier pour accompagner les gens. Mais si on regarde un cerveau, ben, il y a des ondes qui vont s'apaiser, beaucoup dans le préfrontal, donc ce qui est la partie analyse, critique, l'autocritique aussi. Donc, cette partie-là, en état d'hypnose, va s'apaiser, donc va être moins présente. Ça ne veut pas dire qu'elle va être absente, mais on va avoir tendance à moins réfléchir, moins analyser, moins critiquer, moins, notre petite voix interne va être moins présente. La petite voix qui t'empêche de faire la poule, mettons, sur un stage devant 300 personnes. Elle n'est plus là. Ouais, c'est ça. Dépendamment de comment tu réagis, elle s'apaise. Elle s'apaise. Mais l'affaire, c'est qu'elle s'apaise si la personne, elle est prête à vivre l'expérience. Fait que, tu sais, si on est dans un spectacle, il y a des gens qui me disent, ah, la personne est allée sur le stage puis elle a fait des choses qu'elle voulait pas. Puis là, je dis, attends un peu, est-ce que cette personne-là, elle a pris un billet pour ce spectacle-là? Ouais. Elle est allée s'asseoir dans la salle? Ouais. Elle a fait les tests, tu sais, quand les gens ils demandent, faites ça. Elle a tout fait les tests. Ouais. Elle est allée sur le stage après. Puis t'es en train de me dire qu'elle était pas consentante à vivre certaines choses. Fait que oui, dans les détails, il y a peut-être des choses qu'elle a été surpris de faire, mais était comme, globalement, était d'accord pour vivre cette expérience-là. Fait que quand on est en accompagnement, quand on est dans un bureau, ben c'est la même affaire. Le contexte va tracer un peu ce qui va être possible. Si dans un contexte d'accompagnement, la personne commence à vouloir faire du spectacle avec vous, vous allez juste faire, ben non. Ça va être comme évident à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui est dissonant, que ça convient pas. Tandis que si ce qui est proposé fit avec ce que vous voulez, ben vous allez avoir tendance à vous laisser aller de plus en plus graduellement. Puis à un moment donné, vous allez avoir accès à des choses que dans votre état mental habituel, vous n'avez pas accès. Mais c'est le fait qu'on accepte le contexte puis on accepte de suivre les étapes qui fait que c'est possible. Comme ça. Moi, je suis une personne, je ne sais pas si je le dis bien, là, mais en tout cas, je suis dure à hypnotiser. On va le dire autant dans les petits exercices de colle les doigts se collent, des trucs comme ça, que vraiment dans de la thérapie. Là, j'en ai fait, quand j'ai fait une thérapie là, de plusieurs années en psychologie, la psychologue avec laquelle j'étudiais travaillait beaucoup avec l'hypnose. Puis j'avais toujours vraiment l'impression de ne pas être hypnotisée. Là. Puis là, je lui disais, Louis, je suis pas hypnotisée, là. Je pourrais me lever, m'en aller, tu sais. Bref, qu'est-ce qui fait qu'une personne, semble plus facile ou plus difficile? J'étais-tu barrée? J'étais-tu bloquée? Ouais. Ben, en fait, oui, c'est sûr qu'il y a plein de manières de faire différentes. Il y a plein de techniques. Fait qu'il y a des choses qui peuvent plus parler. Fait que si on va avec plus des tests de suggestibilité, comme tu étais en train de parler, des doigts qui se collent ou des mains qui se rapprochent ou quelque chose qui est un peu comme un jeu, où est-ce qu'on va proposer quelque chose avec le langage puis avec l'expérience, puis la personne va pouvoir voir que quelque chose se passe tout seul. Fait que ça, c'est une des approches qu'on peut faire pour que la personne vive une expérience. Une autre approche, ça va être de rentrer en contact, par exemple, avec ses émotions. Puis que si on est absorbé dans l'expérience, à un moment donné, on oublie un peu l'extérieur, puis on rentre dans une certaine transe. Une autre approche, ça pourrait être un peu de dissocier, donc on parle avec une partie de toi. Puis là, cette partie-là pourrait communiquer par un mouvement. Puis là, ça vient, tu sais, c'est de se dire j'étais en hypnose ou j'étais pas en hypnose. À la base, moi, si je serais avec toi, je te demanderais qu'est-ce qui ferait que tu te sens en hypnose.
je m'intéresserai à toi. Puis là, on pourrait être, ben, j'ai l'impression que mon discours interne était encore là, ou que j'étais encore observateur. Mhm. OK, ben, est-ce qu'on veut travailler sur t'aider à ne plus avoir besoin d'être observateur? Fait que moi, mon but, c'est vraiment d'accompagner la personne dans son expérience. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Je te propose quelque chose, mais si la personne dit, ah, j'aime pas comment tu me parles, ben, parfait, je veux parler autrement, on va faire autre chose pour s'adapter. Fait que c'est pas tant que quelqu'un est hypnotisable ou non, mais ça se peut qu'il y ait des chemins qui soient proposés qui conviennent pas à tout le monde ou qui ne conviennent pas à toi précisément. Fait que c'est important d'être accompagné avec quelqu'un qui va avoir cette écoute-là quand même. C'est-à-dire, tu sais, parce qu'il y a encore des gens qui ont la notion plus classique avant de dire, c'est plus autoritaire. Donc, je te dis quoi faire, tu le fais. Puis si tu le fais pas, ben c'est ta faute. Mais non, on n'est plus là maintenant. On est tous des êtres humains différents, mais on a des choses qui sont importantes pour nous qu'on veut vivre. Mais comment est-ce que quelqu'un peut nous accompagner à défaire certains blocages ou être dans l'état d'esprit qui convient mieux pour ce qu'on veut vivre? Donc, je comprends qu'on peut prendre la personne où elle est puis adapter les techniques selon ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Ouais. Tu vas venir nous voir à Miracle, la grande retraite. OK? C'est du 31 mai au 2 juin prochain à Tremblant. Tu vas être là. Francis, je t'ai invité pour que tu nous enseignes, que tu nous guides à travers des techniques d'auto-hypnose. Donc, s'hypnotiser soi-même. Ouais. Moi, j'ai des amis qui l'ont utilisé. Surtout, c'est souvent pour des accouchements que j'ai entendu dire que les gens utilisaient l'auto-hypnose. Puis, moi, j'ai des amis à qui ça a vraiment bien servi, là, que ça a vraiment fonctionné durant leur accouchement, qu'elles se sont retrouvées dans des états de bien-être malgré la douleur, puis que ça a vraiment aidé à passer à travers cette épreuve-là, qui est l'accouchement. Comment ça marche, l'auto-hypnose? Ouais. Ben, je pourrais dire peut-être juste avant de parler de l'auto-hypnose en tant que telle, je pense qu'un des éléments qui est le plus puissant dans l'hypnose ou qui est intéressant de prendre en considération, c'est que en hypnose, on se dit que l'état dans lequel on est va avoir un impact sur quoi on a accès ou non, puis même sur ce qu'on perçoit ou non. Fait qu'en hypnose ou en auto-hypnose, la première étape, ça va être de modifier notre état. Donc, l'état, c'est très global, mais c'est sur comment on focalise notre attention, sur qu'est-ce qu'on perçoit ou ne perçoit pas. Donc, les premières étapes de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, ça va être justement de venir rendre les perceptions, les sensations plus flexibles pour qu'on puisse avoir un impact. Donc, ce qui va faire, comme tu racontes pour tes amis, qu'à un moment donné, on pourrait, quelque chose qui serait inconfortable, ben, il va être plus distant ou on va se sentir mieux dans la situation parce que on n'est pas dans un état pareil qu'habituellement. Fait que ça s'apprend. Ça, on peut apprendre à dire, avant de faire quelque chose, avant de me poser une question, avant de vouloir faire un changement, comment je peux me mettre dans un état où c'est plus facile de changer, où c'est plus facile d'être focalisé sur ce que je veux faire. Donc, ça s'apprend avec des techniques, des étapes. Donc, il va y avoir, par exemple, une première étape, ça pourrait être comment je vais focaliser mon attention. Après ça, comment est-ce que je vais laisser mon corps faire certaines choses. Donc, une espèce de détachement qui pourrait se faire aussi. Comment je vais activer mon imaginaire pour ce que j'imagine pourrait me faire ressentir des choses. Comment mes perceptions peuvent changer. Fait que tout ça, ça s'apprend. Et dans ce processus-là, ben, à un moment donné, on se rend compte qu'on est dans un état où est-ce que on est un peu détaché, où est-ce qu'une partie de nous peut faire le chemin, puis ce qu'on imagine a plus d'impact sur notre corps puis notre esprit. Donc, il y a un processus, puis une fois qu'on apprend le processus, ben, on peut le faire par soi-même, ça. Wow! Mais c'est intéressant de pouvoir le faire par soi-même parce qu'il faut qu'il y ait une partie du cerveau qui nous guide dans les étapes, puis une autre partie qui vit les étapes pour arriver dans un état qui est différent de l'état de base. Oui. Ouais, ben, l'auto-hypnose, c'est tout un monde. Hein. Dans le fond, on peut apprendre ça pendant des années, sûrement, puis c'est une compétence aussi. C'est pas juste une connaissance, c'est une compétence. C'est comme si, par exemple, je te parle de l'escalade, mais c'est pas juste d'apprendre une technique d'escalade qui va faire que tu vas être bon à monter une falaise. Tu as besoin de le pratiquer, tu as besoin de l'intégrer, de voir qu'est-ce qui te convient à toi en fonction de qui tu es. Donc, il y a des choses, comme ça qui est dans l'apprentissage. Donc, c'est un peu une discipline de vie aussi. Fait que l'auto-hypnose, on peut l'utiliser quand on en a besoin, mais on peut aussi dire, ben, je vais le faire un peu à chaque jour, à chaque semaine, un peu comme une hygiène de vie, une hygiène mentale. Il faut s'entraîner aussi pour devenir bon
Ou hypnotiser. accepter qu'on n'est pas parfait au début. Fait que si on n'est pas en mode entraînement, de dire que c'est correct si c'est pas à chaque jour l'idéal que j'imagine, ou tu sais, un peu comme tu disais au début, tu sais, si on veut être dans une transe, on est complètement déconnecté, on oublie ce qu'il y a à l'extérieur, qu'on a des mouvements automatiques, ou est-ce que, par exemple, une main se lève tout seul, puis on est surpris qu'elle se lève, ce qui pourrait se passer, ou qu'on a des amnésies, on se souvient pas pendant 15 minutes de ce qu'on a imaginé, ben ça peut se passer, mais pas nécessairement pour tout le monde, puis pas nécessairement à tous les fois. Faut comme être un peu prêt à le vivre. Fait qu'il y a une notion un peu d'apprentissage puis d'y aller par étapes pour Puis être à l'aise. concrètement, comment on peut expliquer que l'hypnose ou l'auto-hypnose puisse, par exemple, nous faire passer à travers un accouchement avec moins de douleur? Comment ça marche? Mhm. Ben, comment ça marche? C'est qu'il y a déjà, tu sais, je te parlais au début que notre cerveau fonctionne pas pareil en état d'hypnose. Il y a des ondes qui se désactivent, qui s'activent. Donc, un des éléments souvent qui est connecté à l'hypnose, c'est une notion de détente ou de bien-être. Donc, si on est dans cet état-là, par défaut, ça a été observé au niveau au niveau des nerfs, au niveau de la perception de la douleur, qu'on va ressentir moins la douleur. Donc, tu sais, c'est tout le monde qui écoute, sûrement, c'est très logique quand on y pense. Si on est tendu physiquement puis on appréhende quelque chose, s'il y a quelque chose qui se passe, on va plus le percevoir, ça va être plus intense. Si, par exemple, on sent qu'on a soit l'esprit ailleurs ou qu'on est dans un état de détente ou de bien-être, notre corps, il se sent pas menacé. Fait que cette information-là va être plus comme une information que comme une souffrance, en fait. Fait que ça peut arriver justement dans ces contextes-là où est-ce que ben, je sais ce qui est en train de se passer, c'est pas nécessairement confortable. Il peut y avoir même de l'intensité, mais en même temps, je suis pas en détresse et je suis pas en souffrance. Fait que ça vient complètement changer l'expérience, ça. Donc, est-ce que l'expérience, je suis comme en souffrance, puis je vais essayer de l'éviter, puis d'essayer de partir de cette expérience-là, ou je suis comme, OK, c'est pas confortable toujours, mais c'est correct, puis je suis en sécurité. Fait que l'état dans lequel on est va faire qu'on va le vivre différemment. Puis il va faire qu'on va percevoir même, tu sais, au niveau du cerveau, ils sont capables de voir que, mettons, au niveau de l'intensité de la douleur perçue, ça va être moindre. Fait que c'est pas juste une impression. Le cerveau le vit de cette manière-là. Wow. Puis il y a aussi des phénomènes hypnotiques. En fait, il y a des choses, cet état-là où le cerveau fonctionne différemment va créer certains phénomènes qui pourraient être, par exemple, des amnésies, donc de moins se rappeler de certaines choses. Ça pourrait être aussi de l'analgésie, donc de moins de sensibilité ou même anesthésie, ne pas sentir. Parce que dans la vie de tous les jours, c'est des choses qui arrivent. En fait, c'est ça, c'est que l'hypnose, ça a de l'air magique, ça a de l'air quelque chose qui est comme qui vient d'une autre planète, une espèce de un ovni. Mais en tant que tel, on fait juste observer ce que les gens font déjà, puis on les utilise dans un autre contexte. Fait que je suis sûr que c'est déjà arrivé à des gens de se cogner, puis finalement, la personne est concentrée à quelque chose à faire, elle y pense pas. Puis à un moment donné, elle arrête, elle s'assoit, puis elle fait comme « Oh! » Elle ressent la douleur. Fait que ça t'est sûrement déjà arrivé, Madeleine, ça, de quelque Oui. chose comme ça. À ce moment-là, il y a eu une anesthésie. À ce moment-là, temporaire, où est-ce que la personne, vu qu'elle était focalisée sur autre chose, elle ne ressentait pas l'inconfort. Ben, puisque notre cerveau est capable de le faire, OK, comment est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un à le faire temporairement ou même plus souvent dans sa vie, à utiliser cette faculté-là qu'il y a? Une amnésie, c'est la même affaire. Ça arrive des fois, mettons, si je te demande, raconte-moi tout ce que tu as fait hier, il y a des bonnes chances que tu t'en souviennes pas consciemment. Mais si, par exemple, quelqu'un te raconte, hey, tu te souviens-tu, hier, on a fait ça? Ben, sûrement que le souvenir va revenir. Fait que tu as comme une amnésie temporaire de la chose, mais c'est pas que tu n'as plus l'information, c'est juste que tu n'y as pas accès. Fait que tu vois, dans la vie de tous les jours, on vit des choses comme ça. De sentir, par exemple, de la légèreté dans notre corps ou de la lourdeur, ben, on le vit ça souvent. Mais si on le fait consciemment, de dire présentement, je vais faire de l'auto-hypnose, puis je vais utiliser ça. Je vais sentir de la légèreté qui s'installe de plus en plus dans mon corps, puis je le fais volontairement, ben là, ça va être un peu particulier. Fait que je pense que c'est ça l'auto-hypnose, c'est d'utiliser volontairement ce qu'on sait déjà faire dans d'autres contextes pour que ça nous serve. Tu sais. Si on veut apprendre là, à utiliser l'auto-hypnose, OK, j'ai 2 questions. La première, c'est, je veux que tu nous dises, tu nous parles de ton cours. Hein? On peut suivre un cours en ligne avec toi pour apprendre les techniques d'auto-hypnose? Oui, donc j'ai fait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posaient des questions par rapport à ça, puis il y a des gens qui venaient en consultation puis disaient j'ai pas un objectif vraiment à faire, à atteindre, mais ou j'en ai J'aimerais un, ça avoir la technique mais pour j'aimerais si ça avoir la jamais j'en ai technique. besoin. J'ai entendu parler de ça. Fait que des fois, je prenais des temps, une ou quelques rencontres avec les gens pour leur expliquer
ben pour leur expliquer c'est quoi le mécanisme, c'est quoi les étapes, comment on fait, parce qu'on se parle pas de la même manière si on parle à notre partie inconsciente que consciemment. Donc, d'avoir comme un peu le bon langage pour que notre corps comprenne, puis de pratiquer, puis de amplifier tout ça pour que ça devienne qu'on puisse l'utiliser. Fait que je faisais ça. Je donne aussi des formations d'hypnose où est-ce qu'une partie auto-hypnose est là. Donc, dans des cours de 3, par exemple, l'initiation à l'hypnose et à l'auto-hypnose, c'est 3 jours, ben, on le voyait aussi. Je me disais, comment est-ce qu'on peut avoir juste ce volet-là? Donc, avec Coaching Québec, qui est une école avec qui je donne des formations, ben, on a monté une formation en ligne où je suis allé voir, OK, c'est quoi toutes les étapes? C'est quoi les exercices qui pourraient être intéressants? Comment je peux expliquer ce qui se passe dans le cerveau? Aller pratiquer différents phénomènes aussi pour qu'on soit outillé pour dire, après ça, je suis prêt à aller explorer ça. Puis j'ai plein d'outils, j'ai plein de compréhension, puis j'ai plein aussi on pourrait dire, je peux me laisser aller dans l'expérience parce que je suis rassuré, parce que je comprends mieux ce qui se passe, pour pouvoir vivre cette expérience-là, pour qu'après ça, par moi-même, je puisse continuer. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés, oui, vous pouvez aller sur mon site hypnologue.ca, il y a un lien auto-hypnose. Puis c'est 6 heures à peu près d'enregistrement en différents modules pour qu'on puisse intégrer ça, apprendre, le pratiquer. Je fais aussi un peu d'hypnose guidée pour des fois débloquer des choses pour que ça devienne plus facile. Donc, un peu de tout ça, de l'expérience puis des connaissances pour l'apprendre. Mais ça se fait aussi comme dans un petit atelier aussi, là, comme il va y avoir à la retraite. On peut aussi commencer à l'explorer puis à l'apprendre là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut, en terminant, réussir à régler avec de l'auto-hypnose? Donc, pas quelqu'un qui nous guide, mais par nous-mêmes. Comme par exemple, on parlait d'anxiété qui peut être abordée là, par l'hypnothérapie, par l'hypnose. Mais est-ce que nous-mêmes, on pourrait régler un enjeu d'anxiété? Bref, qu'est-ce qu'on peut régler avec l'auto-hypnose comme enjeu? Je suis pas très à l'aise avec régler parce que je pense qu'on Ouais. s'accompagne avec l'auto-hypnose, mais je comprends le principe. Je comprends qu'on veut régler des choses. On veut que ça aille mieux, OK? On veut qu'il y ait des choses qui sont inconfortables soient moins présentes, puis des choses qui sont plus confortables, plus agréables soient plus présentes. Puis justement, c'est dans cette direction qu'on va aller. S'il y a quelque chose qu'on voudrait qu'il soit plus présent, ben en auto-hypnose, on va pouvoir le ressentir, le vivre pour que notre cerveau soit plus habitué, puis qu'il le mette plus en place. On va pouvoir se guider aussi. Donc, en auto-hypnose, on va beaucoup utiliser de symbolique. Donc, si par exemple, quelqu'un, il se sent stressé, puis ben, la première chose, ça va être, ben, qu'est-ce que je voudrais ressentir ou ça ressemblerait à quoi si je suis mieux? Fait que là, quelqu'un pourrait dire de la détente ou de la paix, de la sérénité. OK, c'est comme quoi ça? Donc, on va venir activer l'imaginaire pour activer les sens, pour que ce soit pas juste avec les mots. Parce que si on fait juste avec des mots, on parle pas à tout le cerveau. Donc, on a besoin de parler au visuel, au ressenti, aux émotions. Donc, par exemple, cette détente-là, c'est comme quoi? Donc, si la personne, elle imagine une sensation de relâchement dans les épaules, ou peut-être qu'elle imagine un lac calme, ou peut-être que c'est un arbre, tu sais, il va y avoir quelque chose de plus symbolique, puis on va travailler avec ça pour guider le corps. Pour Donc, le vivre, parce que c'est vrai que juste se exactement. dire, ben là, calme-toi, voyons donc, c'est pas si C'est grave ça. que ça, comment ça que les mots dans la tête ne fonctionnent Exactement. pas. Donc, de Parce le que, ouais. ressentir dans le corps, de descendre, comme on dit, de descendre plus dans le corps. Oui, puis ce qui est beau en hypnose puis en auto-hypnose, je pense, c'est comme tu dis, là, puis je ferai pas long, mais quand tu dis, mettons, calme-toi ou contrôle-toi, c'est comme si on est en lutte contre quelque chose. Puis quand on comprend mieux comment notre cerveau fonctionne, puis on sait qu'il y a des choses qui sont normales, c'est normal de réagir de telle manière, ben on va pouvoir s'accompagner autrement. Fait que là, plutôt qu'être dans une espèce de lutte ou de contrôle ou se gérer, on va être capable de dire, OK, comment est-ce que je peux être dans un état qui convient mieux? Puis comment je peux commencer à le vivre, comment je peux l'imaginer, comment je peux utiliser aussi l'aspect un petit peu magique dans l'hypnose ou l'auto-hypnose, qui est de imaginer, avoir un objectif, puis ressentir, change des choses, même à des niveaux qu'on n'a pas pensé. Fait que des fois, on va réagir spontanément d'une manière qui convient mieux, puis on n'a pas eu besoin d'apprendre à réagir autrement. C'est comme si ça débloquait des choses à l'intérieur. Mais ça part par l'imaginaire, le ressenti et le vivre, comme tu dis, et s'accompagner avec bienveillance là-dedans aussi. Merci infiniment pour toutes ces belles infos. Hypnologue.ca, hein, tu as dit pour aller avoir accès à ton cours en ligne? Oui, exactement. Exactement. Puis, s'il y a des gens qui ont des questions, je reste disponible. C'est quelque chose qui me passionne. Donc,
comment je peux le contribuer, ça va être parfait. C'est bon. Alors, merci à toi. Merci beaucoup. Puis, on vient de voir, c'est sûr, le vendredi 31 mai 2024 à Tremblant au Fermont pour ton atelier d'auto-hypnose. Moi, je vais être là, c'est certain. Je veux absolument goûter à ça. Merci encore, Francis, pour ton temps. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir. Merci à tous d'avoir été là pour cet épisode du Balado Miracle. C'est tellement bon de vous savoir là semaine après semaine. J'espère que ça a allumé des petites lumières, cette discussion-là avec Francis. Parce que oui, c'est un outil qu'on peut ajouter à notre besace pour marcher le chemin et continuer à toucher plus de joie, moins de stress. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. T'as aimé cet épisode du Balado? Eh bien, joins-toi à moi, joins-toi à nous lors de l'événement bien-être numéro 1 au Québec, Miracle, la grande retraite. Ça se passe du 31 mai au 2 juin prochain et tu vas pouvoir rencontrer les invités experts les plus intéressants du moment qui vont aborder tous les sujets que tu aimes. Yoga et méditation, auto-hypnose, alimentation et santé mentale, tantra, hormones au féminin, psychologie, reiki, breathwork, ayurveda, relations de couple et tellement plus. Pour tout savoir, c'est le retraite-miracle.com. Je t'attends.